La littérature jeunesse déborde d'énergie, une santé presque insolente. Un Français sur 4 achète un livre pour enfants ou pour adolescents chaque année. Alors pour en parler, un maître de l'illustration ce soir sur notre plateau, Benjamin Lacombe. Bonsoir. Bonsoir. On vous connaît entre autres pour vos dessins comme de magnifiques tableaux. Votre dada, c'est de revisiter les grands classiques de la littérature. Vous avez vendu plus de 3 millions d'albums, c'est énorme. Avant de plonger dans votre univers qu'on va découvrir, revenons sur un paradoxe. En France, on a l'impression que dessiner pour les enfants, c'est avoir une étiquette collée sur le front. Vous dites d'ailleurs, une fois que c'est collé, on vous déconsidère. Pourquoi ? C'est vrai, ça reste un mystère. C'est-à-dire pourquoi, alors que, comme vous l'avez dit, c'est une des littératures les plus florissantes, qui s'exporte le mieux à l'étranger et qui fait rayonner la France partout dans le monde. C'est presque en France qu'on la déconsidère le plus. On considère que les illustrés, ce sont uniquement des éditions d'ornement qui ne servent pas forcément le livre, alors que ce sont des livres à part entière. Une sorte de sous-genre qui passerait après les grands romans, par exemple. C'est ça, exactement. C'est le sentiment qu'on peut avoir, en tout cas, quand on est dans le secteur, où à chaque fois, c'est un petit peu déconsidéré, quoi. C'est considéré comme voilà, la petite chose en plus. Benjamin Lacombe, ça fait plus de 15 ans que vous dessinez pour les enfants. Vous avez un univers décalé, fantastique, rempli de poupées aux grands yeux ou de personnages gentiment monstrueux. Est-ce que ça veut dire que vous aimez faire peur aux enfants ? Oui, j'aime bien faire peur aux enfants et je pense que les enfants aiment avoir peur. Ils aiment ça, ils aiment tester leurs peurs, leurs limites pour les dépasser. C'est ça aussi l'éducation, c'est se faire peur un petit peu et à travers les livres, entre autres. Mais je ne fais pas que ça, je ne fais pas que peur, j'aime surtout les émouvoir. Est-ce qu'il y a des codes ou des écueils à éviter dans la composition d'un dessin quand on dessine pour les enfants ? Pour les très jeunes, oui, il faut éviter quand on s'adresse vraiment aux tout petits, il faut dessiner les personnages en pied, c'est-à-dire complet, parce que si on fait un recadrage, l'enfant va penser qu'on lui a coupé en fait un bras, une jambe, quelque chose comme ça. Mais après, quand on s'adresse aux enfants plus grands, on n'a plus ces problèmes-là, et là, on peut à peu près tout dessiner. Oui, vous dites qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles, hein, c'est votre credo. Je pense vraiment, c'est assez impressionnant. Parfois, ce sont les adultes, en fait, qui mettent beaucoup plus de limites que les enfants. Les enfants comprennent des tas de choses, les métaphores visuelles, tout ce qu'on a envie de placer. Par exemple, on peut faire un personnage qui se transforme selon son émotion, et l'enfant va bien comprendre qu'il n'est pas réellement transformé, mais que c'est simplement l'expression de cette émotion. Vous dessinez vous-même beaucoup enfant. D'ailleurs, certains de vos livres sont parsemés de certains de vos dessins. Et déjà, petit, vous cassiez les codes, vous n'étiez pas dans la norme. C'est vrai qu'on avait tendance, enfin à l'époque en tout cas, parce que ça fait quelques années maintenant, on avait tendance à demander aux enfants qui dessinent une espèce de nature fantasmée, identique. Voilà, un ciel bleu, un soleil jaune, radieux, de l'herbe verte. Et j'avais tendance à faire des arbres sans feuilles, à faire pas forcément une herbe toute verte, selon en fait les couleurs que je trouvais qui s'assemblaient mieux. Et c'est amusant de voir comme il y avait une espèce de résistance de ma part, alors que ça allait être mon média, quoi. Ce qui vous a aidé à assumer cette différence, c'est une rencontre, une découverte. Vous parlez d'un grand auteur, Edgar Allan Poe, et vous dites ça a été libérateur pour moi. Ça a été vraiment libérateur parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait effectivement casser les codes. Tous ces héros sont fous, sont même malades mentaux un petit peu. Ils finissent pas tous bien. C'est-à-dire tous les codes qu'on nous avait appris dans des histoires, dans certains de ces contes, ne se reflétaient pas et pourtant c'était formidable. Et j'arrivais en lisant ces nouvelles à me projeter. Bien sûr, je ne me projetais pas en malade mental, mais en tout cas, je comprenais en fait les tréfonds parce que c'est ça qui est très bien exprimé chez Poe. Et j'ai trouvé qu'en fait, cette liberté de ton, cette possibilité de traiter des personnages différents, c'était vraiment comme une porte en fait qui s'ouvrait devant moi. Et justement, cette porte, vous l'ouvrez à nouveau puisque vous revisitez, illustrez à nouveau des contes légendaires qui font partie de notre patrimoine, Blanche-Neige, Notre-Dame de Paris, Alice au Pays des Merveilles.
Comment est-ce qu'on fait pour avoir un regard neuf sur des histoires qui ont été des 1000 fois illustrées? C'est pas forcément évident toujours. C'est vrai que je pense qu'il faut avoir une connexion très forte en fait avec l'histoire qu'on veut illustrer, et nécessairement on va donner de sa voix et donc donner quelque chose de particulier puisqu'il nous sera propre. C'est pas forcément, voilà, on peut pas illustrer tous les classiques comme ça, comme une commande. Je pense que c'est difficile justement d'y apporter quelque chose de personnel et quelque chose. Voilà, les gens sentent en fait quand il y a une vraie connexion en fait entre le conte et l'illustrateur. Et vous travaillez comment alors? Est-ce que vous allez vous renseigner beaucoup sur l'auteur, l'histoire de ce conte? C'est une des choses que j'aime le plus en fait dans mon travail, c'est vraiment la recherche, c'est-à-dire essayer de donner corps à ces personnages, essayer de leur donner un background, même quand ils sont parfaitement fictifs, essayer de comprendre, rechercher des documentations sur l'époque, les costumes, de leur donner une espèce de vraisemblance. Ainsi, pour moi, ils seront plus vrais en fait. C'est ce que vous racontez pour Alice au Pays des Merveilles, par exemple, de oui. Lewis Carroll, où vous C'est avez vrai. vraiment enquêté. J'ai vraiment fait une enquête pour essayer de trouver quelle était l'Alice dont il aurait rêvé. Et donc, je me suis rendu compte que, par exemple, un des stéréotypes qu'on avait sur Alice, c'est qu'il avait écrit pour Alice Liddell. Et donc, Alice Liddell, qui était une petite brune au carré, c'était elle, Alice. Et c'est avéré que pas du tout. C'était une autre jeune fille qui s'appelait Béatrice Henley, qui était une blonde, diaphane, qu'il appelait son enfant de rêve. Il avait fait plein de photos, donc je suis reparti sur ces photos, j'ai retravaillé autour de ça. Et c'était passionnant, en fait, de se plonger dans ses écrits, dans la genèse de ce conte qui est tellement connu de tous, mais qui en même temps gardait encore ses parts de mystère. Et pourquoi illustrer ces contes, ces géants de la littérature? Finalement, est-ce que c'est une façon de permettre aux enfants d'entrer plus facilement en littérature? Je le pense, et c'est vrai que c'est ce que certains lecteurs me rapportent, c'est-à-dire qu'ils ne se seraient jamais plongés dans les 700 pages de Notre-Dame s'il n'y avait pas eu les images. Et ça, c'est effectivement, moi, ça me touche énormément, parce que ce sont des textes qui ont compté pour moi, qui m'ont constitué en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, parce que c'est aussi nos lectures qui nous constituent. Et c'est vrai que de pouvoir être un passeur, c'est-à-dire d'amener ces gens à découvrir ces textes, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément, et c'est pourquoi d'ailleurs j'illustre pas mal de classiques, pas seulement, mais ça fait partie en tout cas des choses qui me comptent beaucoup pour moi. Alors, vos illustrations, je disais que ça ressemblait presque à des tableaux, parce que là, on va voir celle-ci, par exemple, c'est la couverture de Curiosities, Oui. en anglais, voilà. On voit à quel point le travail est minutieux. C'est un travail d'orfèvre qui a dû vous prendre un temps fou. En tout cas, moi, néophyte, c'est ce que j'imagine. Comment vous y prenez pour travailler, pour créer? C'est vrai que celle-ci était un peu longue à faire quand même, parce que il y avait tout le drapé, il y avait des choses un peu particulières sur cette image. Les images dépendent, mais c'est vrai que c'est une technique qui est plutôt longue. C'est de la gouache et de l'huile sur papier. Donc il y a plusieurs étapes comme ça, d'abord de crayonner, de mise en place, et ensuite vraiment couche après couche, comme des glacis. Je fais venir comme ça la matière, et à la fin je termine à l'huile pour donner tous les volumes, et l'image est terminée. Mais c'est vrai que ça prend plusieurs jours en fait. Quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que là, justement, vous parlez de drapé, par exemple. Est-ce que vous vous inspirez de grands auteurs ou de grands peintres? C'est vrai, pas forcément pour faire le drapé. En général, du coup, je vais regarder vraiment un drapé, un vrai. Je vais essayer de voir, oui. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de peintres classiques, moi, qui m'ont inspiré. Je pense, en ce moment, c'est les 500 ans de Vinci, et c'est une des plus grandes émotions que j'ai eues, et sans doute une des plus grandes influences. Je parlais des volumes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans son travail, et que j'essaye voilà, à ma façon, en tout cas, d'amener dans mon travail cette espèce de mystère, ce rapport entre le clair, l'obscur, les volumes. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en tout cas, dans mon travail. Vous parlez de clair-obscur, un univers qui est, on le voit, parfois mélancolique, un peu sombre. Alors, on vous associe souvent à qui ça? Tim Burton, voilà. J'ai même entendu Mylène Farmer. Je crois que ça vous énerve un peu. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que on a tendance à, lorsqu'on ne fait pas un univers uniquement rose bonbon, fait de princesses, de petits lapins et de choses comme ça, on vous associe immédiatement à quelque chose de gothique. Alors que c'est pas nécessairement gothique. Il y a des livres gothiques dans ce que j'ai fait. J'en suis ravi et fier. Un conte comme Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe, c'est gothique, c'est sombre, mais c'est le texte en fait qui amène ça. Il y a des livres qui ne le sont pas du tout. Et c'est juste que c'est un tout petit peu réducteur. Mais après, voilà, on peut imaginer pire filiation que celle de Tim Burton. Il y a des points communs sur les personnages décalés, différents, qui cherchent à s'émanciper. C'est vrai. Au-delà de leurs différences. Et je pense notamment à un album que vous avez créé sur Frida Kahlo, la grande artiste mexicaine. C'est vrai. C'est encore
un parcours de vie étonnant parce que c'est vraiment un livre sur la résilience, sur comment arriver à transcender des malheurs de la vie, des maladies et en faire quelque chose. Je trouve que c'est quelque chose qui est universel, qui dépasse même son art, qui parle de sa personne et qui peut parler à beaucoup de personnes parce qu'effectivement, tous, on peut vivre des problèmes, des écueils, des choses et arriver à transcender ça, en faire quelque chose, à dépasser simplement cette condition, c'est ça en fait dont parle Frida et cette œuvre tout entière nous parle. Alors bien sûr, ça me touche. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, on vient de vrai. le voir dans vos livres, et les hommes, quelle place pour eux? Alors déjà, c'est bien de faire aussi des livres avec des femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de C'est livres vrai. avec beaucoup d'hommes, beaucoup de héros. C'est vrai que ça fait 15 ans, même 17 ans que je fais ce métier. Et à l'époque, c'était rare, en fait, les héroïnes féminines, vraiment. En Vous tout étiez à cas, l'avant-garde. oui, enfin, je sais pas, il y en avait d'autres quand même. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est venu assez naturellement, parce que je trouvais que c'était des personnages dont la sensibilité, la force, enfin, la pluralité des possibilités au niveau des sentiments m'intéressait profondément. Puis je suis d'une famille avec 2 sœurs, une mère, enfin des personnalités très fortes. Et donc c'est vrai que je n'ai pas fini, en tout cas, de travailler autour C'est de cette magnifique. figure-là. Et les hommes, ils apparaissent et ils ont eu certains livres dont ils sont le héros et c'est très bien. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci Benjamin Lacombe d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, le voici, cette histoire de fantôme du Japon. Voilà, c'est aux éditions Soleil. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous. À bientôt.